Avez-vous déjà songé qu'un simple regard sur une vieille photographie pouvait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur votre propre famille? À Bordeaux, en 1947, une jeune femme posait aux côtés de sa mère pour un portrait qui semblait banal. Mais ce jour-là, quelque chose d'invisible s'est imprimé sur la pellicule. Un secret assez puissant pour détruire 3 vies. 16 ans plus tard, cette même photo réapparaîtrait dans un marché aux puces à Paris, révélant enfin la vérité que personne n'aurait dû découvrir. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatique, inspirée de notre réalité, celle d'une mère, d'une fille, et d'un regard capable de traverser le temps. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime si vous aimez les histoires humaines qui font réfléchir. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. C'est toujours émouvant de voir d'où viennent nos spectateurs. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire cache une leçon que beaucoup reconnaîtront peut-être dans leur propre vie. Cette photographie montre 2 femmes, une mère et sa fille, prises en octobre 1947 à Bordeaux. Mais regardez attentivement les yeux de la mère. Ce regard ne se pose pas sur sa fille. Il traverse l'objectif pour atteindre l'homme derrière la caméra. Et ce regard cache un secret si lourd qu'il détruira 3 vies en une seule nuit de pluie. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi cette mère a souri sur cette photo tout en sachant qu'elle venait de perdre la seule chose qui la faisait encore se sentir vivante. L'image a été retrouvée en 1963 dans un marché aux puces parisien par une jeune photographe. Au dos, une phrase écrite d'une main tremblante. 7 mots qui changeront tout ce que la fille croyait savoir sur sa propre mère. Mais pour comprendre ce regard, il faut revenir 2 ans après la fin de la guerre, quand Bordeaux tentait encore de panser des plaies que personne ne voyait. Madeleine Vasseur avait 42 ans en 1947. Son mari Jacques, ingénieur à la gare Saint-Jean, était mort 3 ans plus tôt sous les bombardements. Le registre municipal porte la date exacte du 12 mars 1944. Depuis, Madeleine vivait avec sa fille Hélène, 19 ans, dans une maison modeste héritée de ses parents. La pension de veuve leur donnait 850 francs par mois. À peine de quoi survivre. Madeleine se réveillait chaque nuit à 3 heures du matin. Toujours la même heure. Toujours les mêmes images des bombardements qui ne la quittaient pas. Elle restait assise dans le noir, écoutant la respiration de sa fille dans la chambre d'à côté, se demandant combien de temps encore elle pourrait tenir ce rôle de mère forte alors qu'elle se sentait disparaître un peu plus chaque jour. Parce que Madeleine portait un secret plus lourd que le deuil. Elle enviait la jeunesse de sa fille. Et cette envie la remplissait d'une honte qu'elle ne pouvait confesser à personne. Hélène, elle, ne pleurait pas son père. Et cette incapacité à ressentir du chagrin la terrorisait. Elle avait 11 ans quand il était mort. Trop jeune pour vraiment le connaître, trop vieille pour oublier qu'elle aurait dû l'aimer davantage. Alors elle peignait. Des toiles médiocres qu'elle savait médiocres, mais qui lui permettaient d'échapper au regard de sa mère, qui attendait toujours quelque chose qu'elle ne pouvait pas donner. Cet été-là, Hélène vit une annonce dans le journal Sud-Ouest de juin 1947. Professeur de peinture cherche élève. Luc Moreau. Une adresse dans le vieux Bordeaux. Elle s'inscrivit sans en parler à sa mère. Luc avait 24 ans, mais ses yeux en portaient 40. Ancien résistant, ses mains tremblaient parfois quand il tenait un pinceau. Les dossiers médicaux de l'hôpital militaire mentionnaient en 1945 un stress neurologique post-combat, mais aucun traitement n'existait à l'époque. On disait aux hommes comme lui d'attendre et de prier. La première fois qu'Hélène le vit, elle tomba amoureuse de cette tristesse qu'elle reconnaissait. Quelqu'un d'autre qui survivait au lieu de vivre. 3 semaines plus tard, elle commit l'erreur qui changerait tout. Elle l'invita à dîner chez elle. Quand Luc franchit le seuil de la maison des Vasseur ce soir d'août, Madeleine comprit immédiatement. Cet homme ne regardait pas sa fille comme un professeur regarde une élève. Il la regardait comme quelqu'un qui cherche à se raccrocher à quelque chose de lumineux pour ne pas sombrer. Mais ce que Madeleine ne comprit que plus tard, c'est qu'elle-même regardait Luc de la même façon. Le dîner dura 4 heures. Ils parlèrent de Camus, de la reconstruction, du poids invisible que portaient tous ceux qui avaient survécu. Hélène s'endormit sur le canapé vers 23 heures. Luc et Madeleine continuèrent à parler dans la cuisine jusqu'à 2 heures du matin.
Pour la première fois depuis la mort de Jacques, quelqu'un écoutait Madeleine. Pas la veuve, pas la mère, Madeleine. Quand Luc partit ce soir-là, il dit qu'il reviendrait chercher des toiles la semaine suivante. Il revint le lendemain, puis le surlendemain, puis tous les jours pendant 6 semaines. Hélène rayonnait. Sa mère semblait moins fatiguée. Luc souriait plus souvent. Tout le monde se mentait. Parce que dans cette maison, quelque chose de dangereux était en train de naître. Une attirance que personne n'osait nommer. Une complicité qui dépassait largement la politesse. Les voisines commençaient à parler. Ce jeune homme qui passait tant de temps chez les Vasseur. Ces longues conversations quand Hélène était à l'atelier. Ces regards qui duraient un peu trop longtemps. Madeleine le savait. Elle aurait dû mettre fin à tout cela. Mais depuis 3 ans, elle n'avait plus été touchée. Plus été regardée comme une femme. La société française traitait les veuves comme des fantômes en deuil éternel. Le recensement de 1946 comptait 3247 veuves de guerre rien que dans leur quartier. Des femmes invisibles. Et Luc la voyait. Fin septembre, Hélène annonça une nouvelle extraordinaire. Elle était invitée à participer à une exposition collective à Paris. Une galerie modeste. Mais c'était Paris. Son premier vrai succès. Elle partirait début octobre pour 10 jours. Quand Luc apprit la nouvelle, ses mains tremblèrent plus fort que d'habitude. Il but 3 verres de cognac ce soir-là dans son appartement vide. Il savait ce qui allait se passer. Et il ne fit rien pour l'empêcher. La veille du départ d'Hélène, Luc apporta son appareil photo. Il dit vouloir prendre un portrait des 2 femmes comme référence pour une future toile. Un souvenir avant la séparation. Madeleine se plaça derrière sa fille, les mains sur ses épaules. Hélène souriait, pensant déjà aux galeries parisiennes, à la vie qui l'attendait loin de Bordeaux et de ses fantômes. Mais Madeleine regardait Luc, et dans ce regard, il y avait tout ce qu'il ne s'était jamais dit. La solitude, le désir, la culpabilité anticipée, l'impossibilité de tout cela. Luc appuya sur le déclencheur. La photo captura la vérité avant même qu'elle ne se produise. 2 jours plus tard, Hélène montait dans le train pour Paris. Elle embrassa sa mère et promit d'écrire. Elle fit un signe de la main à Luc qui était venu la voir partir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en montant dans ce train, elle laissait derrière elle 2 personnes sur le point de commettre l'irréparable. Bordeaux, octobre 1947. Une ville où les femmes baissaient encore les yeux en croisant des uniformes, où les cloches des églises sonnaient pour des morts qu'on n'avait jamais retrouvés, où chaque famille cachait au moins un secret de l'occupation. Les statistiques de l'après-guerre montraient une réalité brutale. Pour 100 femmes, seulement 73 hommes avaient survécu. Une génération entière d'épouses et de mères condamnées à la solitude. Mais personne n'en parlait. On reconstruisait les bâtiments, pas les cœurs. Dans ce monde brisé, Madeleine essayait de survivre jour après jour. Le matin du départ d'Hélène, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis la mort de Jacques. Elle prépara son cassoulet. La recette exacte. Celle que son mari adorait. Les haricots blancs mijotant pendant des heures, le confit de canard, le parfum qui envahissait toute la maison. C'était le premier signe qu'elle commençait à accepter que la vie continuait. Même sans lui. Mais ce soir-là, elle cuisinait pour quelqu'un d'autre. Luc arriva vers 19h. Il apportait une bouteille de vin et un disque d'Édith Piaf qu'il avait acheté au marché. La vie en rose. Une chanson sur un amour qui rend tout beau. Une chanson dangereusement inappropriée pour ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Ils mangèrent en silence d'abord. Puis Luc commença à parler. Vraiment parler. Pas les politesses habituelles, mais la vérité. Il raconta la résistance. Les amis torturés. Les nuits où il buvait jusqu'à perdre connaissance pour ne pas entendre leurs cris dans sa tête. L'impuissance qu'il ressentait parfois, cette incapacité à être l'homme que la société attendait qu'il soit après avoir survécu à l'horreur. Madeleine l'écoutait sans l'interrompre. Elle comprenait. Elle aussi portait une guerre que personne ne voyait. Elle lui parla de Jacques. Mais pas comme elle en avait parlé aux autres. Elle dit la vérité. Qu'il était bon, mais distant. Qu'elle l'avait aimé d'un amour raisonnable, pas passionné.
qu'elle se sentait coupable de ne pas pleurer assez, de ne pas l'avoir aimé assez fort. Et puis, elle dit quelque chose qu'elle n'avait jamais avoué à personne. Depuis 3 ans, elle se réveillait chaque nuit en ayant peur. Pas peur de la mort, peur de disparaître, de devenir l'une de ces femmes invisibles que plus personne ne regarde, ne touche, ne désire. Peur que 42 ans signifie la fin de tout ce qui la faisait se sentir vivante. Les larmes coulaient sur ses joues quand elle dit cela. Luc tendit la main et essuya une larme. Son doigt resta 1 seconde de trop sur sa joue. Ils savaient tous les deux ce qui était en train de se passer. Mais ce soir-là, ils ne firent rien. Luc partit vers minuit. Madeleine resta seule dans la cuisine, le cœur battant, consciente qu'elle venait de franchir une ligne invisible. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une sensation étrange. Une sorte d'excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle se regarda dans le miroir et, pour la première fois depuis longtemps, elle ne vit pas une veuve fatiguée. Elle vit une femme. Cette pensée la remplit d'une honte immédiate. Sa fille venait de partir, et elle pensait à un homme de 24 ans, l'homme qui était censé être avec sa fille. Mais elle ne pouvait pas arrêter d'y penser. Luc revint l'après-midi même. Il dit avoir oublié des pinceaux. Mensonge évident. Les pinceaux étaient dans son sac. Ils prirent le café dans le jardin. Madeleine avait commencé à replanter des fleurs la semaine précédente. Un rosier que Jacques avait planté en 1939 recommençait à bourgeonner. La vie revenait partout. Luc remarqua les mains de Madeleine. Sales de terre, abîmées par le travail. Il dit qu'elles étaient belles. Pas des mains de dame. Des mains de femme qui se bat. Madeleine sentit quelque chose se briser en elle. Ou peut-être se réparer. Elle ne savait plus. Les jours suivants passèrent dans une tension insoutenable. Luc venait chaque après-midi. Il parlait. Il riait parfois. Hélène envoyait des lettres enthousiastes de Paris. L'exposition marchait bien. Elle pensait peut-être rester 1 semaine de plus. Chaque lettre d'Hélène augmentait la culpabilité de Madeleine. Et pourtant, elle attendait chaque visite de Luc comme une adolescente attend son premier amour. Une nuit, Luc avoua quelque chose. Il était attiré par les femmes plus âgées depuis la guerre, parce qu'elles comprenaient, parce qu'elles avaient perdu des choses, parce qu'avec elles, il n'avait pas besoin de prétendre être entier. Madeleine comprit alors qu'elle n'était pas la seule à se sentir brisée. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé ce soir-là. Leurs mains se touchaient dans presque. Presque. Dehors, les voisines parlèrent déjà. Madame Berger avait dit à Madame Duchamp que ce jeune professeur passait bien trop de temps chez Madeleine maintenant que la fille était partie. Que ce n'était pas convenable. Qu'une veuve devait respecter la mémoire de son mari. Mais Madeleine n'entendait plus les qu'en dira-t-on. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. Le 8e jour après le départ d'Hélène, le ciel de Bordeaux devint noir en fin d'après-midi. Une pluie violente commença à tomber vers 18 heures. Le genre de pluie qui isole le monde, qui transforme une maison en île. Luc était encore là quand l'orage éclata. Madeleine lui dit qu'il pouvait rester jusqu'à ce que ça se calme. Ils allumèrent un feu dans la cheminée. Elle servit du cognac. La pluie tombait sans s'arrêter. Les heures passaient. 20 heures. 21 heures. 22 heures. Il parlait de moins en moins. Le silence devenait plus éloquent que les mots. Minuit approchait quand Madeleine dit quelque chose qu'elle regretterait le reste de sa vie. « J'ai peur de mourir sans avoir été touchée une dernière fois. » Luc la regarda. Dans ses yeux, elle vit la même peur, la même solitude, le même besoin désespéré de sentir qu'ils existaient encore. Ce qui se passa ensuite n'avait rien de romantique. Pas de musique, pas de passion dévorante. Juste 2 personnes brisées, cherchant un peu de chaleur dans le froid de leur vie détruite. Après, ils pleurèrent tous les 2, parce qu'ils savaient ce qu'ils venaient de faire, et à qui ils venaient de le faire. L'aube arriva trop vite. Madeleine se réveilla vers 6 heures. Luc endormit à côté d'elle. La réalité la frappa comme une gifle. Qu'avait-elle fait? Elle se leva sans faire de bruit, descendit à la cuisine. Le feu était mort dans la cheminée. Les verres de cognac vides sur la table. Les preuves d'une erreur irréparable. Quand Luc descendit 1 heure plus tard,
Ils ne se regardèrent pas. Il but son café debout près de la fenêtre. Elle nettoyait compulsivement la table déjà propre. Finalement, il parla. « On ne peut pas refaire ça. Je sais. Hélène ne peut jamais savoir. Je sais. » Il partit sans se retourner. Madeleine resta immobile au milieu de la cuisine, les mains tremblantes. Elle venait de trahir sa fille, avec l'homme que sa fille aimait peut-être. Mais le pire, c'était qu'une partie d'elle ne regrettait rien. Les jours suivants furent un enfer de silence et de culpabilité. Luc n'envoyait plus de messages, ne venait plus. Madeleine attendait chaque bruit de pas dans la rue, espérant et redoutant à la fois qu'il revienne. Elle avait écrit 3 lettres à Hélène, des lettres pleines de mensonges sur le beau temps et les voisines. Rien sur le vide qui grandissait en elle. Rien sur le fait qu'elle avait détruit quelque chose de précieux. La nuit, elle ne dormait plus du tout. Elle restait assise dans le noir, imaginant 100 scénarios différents. Hélène découvrant tout. Luc racontant à quelqu'un. Les voisines comprenant. Sa fille, la regardant avec dégoût. 5 jours après cette nuit, Luc revint. Il était ivre. Pas complètement. Mais assez pour avoir le courage de sonner à la porte à 23 heures. Madeleine ouvrit. Ils se regardèrent sans parler pendant une longue minute. « Je ne peux pas arrêter de penser à toi, » dit-il. « Il faut, » répondit-elle. Mais ni l'un ni l'autre ne fermèrent dans la porte. Ils restèrent dans l'entrée pendant 2 heures, parlant à voix basse pour que les voisins n'entendent pas. Luc expliqua qu'il s'était engagé dans la résistance à 19 ans, qu'il avait vu des choses qu'un garçon ne devrait jamais voir, que depuis, il ne savait plus comment aimer normalement, que Hélène était lumineuse et jeune et tout ce qu'il aurait dû vouloir, mais que Madeleine comprenait ce que c'était d'être brisée. Madeleine pleura en l'écoutant, parce qu'elle comprenait trop bien. Elle aussi était attirée par lui pour de mauvaises raisons, pas parce qu'il était l'homme de sa vie, mais parce qu'il la faisait se sentir vivante dans un monde de mort. « Ce n'est pas de l'amour, » dit-elle. « C'est du désespoir. »« Peut-être, » répondit-il, « mais c'est tout ce que j'ai. » Il partit sans l'embrasser. Mais dans ses yeux, Madeleine vit la même chose que dans les siens. La tentation de tout détruire juste pour ne plus se sentir seule. Le lendemain, une lettre arriva d'Hélène. Elle rentrait 3 jours plus tard. L'exposition avait été un succès. Un galeriste parisien s'intéressait à son travail. Elle avait rencontré d'autres artistes. Elle était heureuse. Madeleine lut la lettre 3 fois. Sa fille était heureuse. Et elle venait de détruire cette possibilité de bonheur. Elle comprit ce qu'elle devait faire. Quand Hélène rentrerait, tout devrait redevenir normal. Luc devrait rester le professeur de peinture. Madeleine devrait redevenir la mère dévouée. Et cette nuit ne devrait jamais avoir existé. Elle écrivit une lettre à Luc. Une seule page. Elle disait que c'était fini, que quand Hélène rentrerait, il ne devrait plus venir à la maison, que c'était mieux ainsi, pour tout le monde. Elle la glissa sous la porte de son atelier à l'aube, quand personne ne pouvait la voir. Luc ne répondit pas. Le jour du retour d'Hélène, Madeleine nettoya toute la maison. Elle changea les draps, effaça toutes les traces, comme si on pouvait effacer la culpabilité avec du savon. Hélène arriva vers 16 heures, radieuse. Elle embrassa sa mère, parla sans s'arrêter de Paris, des galeries, des gens extraordinaires qu'elle avait rencontrés. Elle demanda des nouvelles de Luc. Madeleine mentit avec un sourire. Il va bien. Il est passé quelquefois prendre des nouvelles. Hélène n'avait rien remarqué. Pourquoi l'aurait-elle fait? Sa mère était toujours sa mère. Fatiguée, mais souriante. Présente. Le soir, Luc vint dîner. Hélène l'avait invité pour célébrer son retour. Il accepta parce que refuser aurait été suspect. Le repas fut une torture. Hélène parlait, enthousiaste. Luc répondait par monosyllabes. Madeleine servait le vin avec des mains tremblantes. Sous la table, leurs jambes se touchèrent accidentellement. Ils se reculèrent comme brûlés. Hélène ne vit rien. Elle était trop heureuse pour voir que sa mère et son professeur évitaient soigneusement de se regarder. Après le dîner,
Hélène proposa de montrer ses nouvelles esquisses. Elle monta chercher son portfolio. Madeleine et Luc restèrent seuls dans le salon pendant 30 secondes. « Je pars », dit-il à voix basse. « Quand ?»« Demain. Je ferme l'atelier. Je vais à Paris. Hélène va te demander pourquoi. Je trouverai une raison. » Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Il y avait tant de choses non dites, des excuses, des regrets, peut-être même de l'amour, mais du mauvais genre, celui qui détruit au lieu de construire. Hélène redescendit avec ses dessins. Elle parla pendant 1 heure de ses projets. À 23 heures, Luc dit qu'il devait partir. Il salua Hélène chaleureusement, remercia Madeleine poliment. En partant, il ne se retourna pas. Le lendemain matin, Hélène découvrit une note glissée sous la porte. Luc expliquait qu'il fermait l'atelier. Une opportunité à Paris. Un nouveau départ. Il était désolé de partir si soudainement. Il espérait qu'elle comprendrait. Hélène pleura toute la journée. Pas parce qu'elle l'aimait passionnément, mais parce qu'il représentait quelque chose. Une normalité. Une possibilité de futur. Madeleine la consola maladroitement. Elle dit les mots qu'une mère doit dire. Que d'autres garçons viendraient. Que c'était pour le mieux. Que Paris était trop loin de toute façon. Mais dans ses bras, Hélène sentit quelque chose d'étrange. Sa mère tremblait. Comme si elle aussi avait perdu quelque chose. Les registres de la gare montrent qu'un certain L. Moreau prit le train pour Paris le 3 novembre 1947. Billet simple. Aucun retour prévu. Dans les semaines qui suivirent, Hélène remarqua des changements chez sa mère. Elle ne riait plus, ne plantait plus dans le jardin, se réveillait la nuit et restait assise dans le noir. Une fois, Hélène demanda si quelque chose n'allait pas. Madeleine mentit. C'est juste la fatigue. L'hiver qui arrive. Les souvenirs de la guerre. Hélène accepta ses explications, parce qu'elle aussi portait des secrets. Elle aussi faisait semblant d'aller bien alors que quelque chose en elle s'était brisé. Elles vécurent ainsi pendant des années. 2 femmes dans la même maison, chacune enfermée dans sa propre prison de silence. Et quelque part, caché dans un tiroir de Madeleine, un portrait. 2 femmes. Un regard qui disait tout. Un regard que personne ne verrait pendant 16 ans. 16 ans passèrent. Hélène avait 35 ans en 1963. Elle était devenue ce qu'elle avait toujours rêvé d'être. Une artiste reconnue. Pas exceptionnelle, mais respectée. Ses expositions se tenaient dans des galeries parisiennes modestes mais fréquentées. Le catalogue de l'exposition. Portrait de l'absence, présenté en mars 1963, montrait son évolution. Des visages de femmes seules, des regards vides, des mains qui ne touchaient rien. Toute son œuvre parlait de solitude, sans qu'elle comprenne vraiment pourquoi. Elle avait eu des relations, quelques hommes, rien qui dure. Elle disait qu'elle préférait sa liberté. La vérité était plus sombre. Elle ne faisait jamais vraiment confiance. Quelque chose en elle attendait toujours la trahison, la disparition soudaine, le mensonge, comme si une partie d'elle avait compris ce qu'elle n'était pas censée savoir. Sa mère vivait toujours à Bordeaux, seule dans la maison familiale. Elle s'appelait chaque dimanche, des conversations polies, le temps qu'il fait, les voisins, jamais rien de profond. 2 femmes qui s'aimaient mais ne se comprenaient plus. Madeleine avait 60 ans maintenant. Son cœur était fatigué. Les médecins parlaient d'insuffisance cardiaque. Elle prenait des médicaments, mais tout le monde savait que ce n'était qu'une question de temps. Un dimanche d'avril 1963, Hélène visitait une brocante près du canal Saint-Martin. Elle aimait ces endroits remplis de vies abandonnées, d'objets qui avaient appartenu à des gens disparus. C'est là qu'elle la vit. Une vieille malle remplie de photographies anonymes. Des visages oubliés, des moments figés dans le temps que plus personne ne réclamait. Elle fouillait distraitement quand ses doigts touchèrent un portrait en noir et blanc. 2 femmes. Une jeune, une plus âgée. Son cœur s'arrêta. C'était elle. Et sa mère. 1947. Elle avait 19 ans sur cette photo. Juste avant son premier voyage à Paris. Mais ce n'était pas possible.
Cette photo était dans les affaires de sa mère. Comment était-elle arrivée ici? La vendeuse, une jeune photographe, expliqua qu'elle l'avait trouvée dans un lot acheté à un vide-grenier à Bordeaux. Elle avait gardé cette image parce qu'il y avait quelque chose d'étrange dedans. Un regard qui ne correspondait pas au sourire. Hélène acheta la photo sans négocier le prix. 50 francs. Elle tremblait en la tenant. De retour chez elle, elle l'examina sous une lampe. C'était bien elle, souriante, innocente, pensant à son avenir. Et derrière, sa mère, les mains sur ses épaules. Mais le regard de sa mère n'était pas sur elle. Hélène comprit soudain ce qu'elle voyait. Le regard de Madeleine traversait l'objectif, fixait quelqu'un d'autre. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qu'une fille ne devrait jamais voir dans les yeux de sa mère. Du désir, de la culpabilité, de l'amour impossible. Elle retourna la photo. Au dos, une écriture qu'elle ne connaissait pas. 7 mots en français. Les visages changent, mais les regards restent. L'écriture de Luc. Elle en était certaine. Tout se mit en place d'un coup. Le départ soudain de Luc. Le changement chez sa mère après son retour de Paris. Les années de silence. La tristesse inexplicable qui avait envahi la maison et ne l'avait plus jamais quittée. Quelque chose s'était passé pendant qu'elle était à Paris, entre sa mère et Luc. La première réaction d'Hélène fut la colère, une rage brûlante. Sa propre mère, avec l'homme qu'elle quoi exactement? Qu'elle aimait? Non, pas vraiment. Qu'elle aurait pu aimer? Peut-être. Elle passa 3 jours sans dormir, la photo posée sur sa table, incapable de détourner les yeux. Puis, lentement, la colère se transforma en autre chose, en compréhension. Elle repensa à sa mère en 1947. 42 ans. Veuve depuis 3 ans. Invisible. Seule. Vivant pour sa fille mais oubliant de vivre pour elle-même. Elle repensa à Luc. 24 ans. Brisé par la guerre. Cherchant désespérément quelqu'un qui comprenne. Elle repensa à elle-même. 19 ans. Égocentrique comme le sont tous les jeunes. Inconsciente du prix que sa mère payait chaque jour pour maintenir l'illusion de normalité. Et elle comprit quelque chose de dévastateur. Ce qui s'était passé entre sa mère et Luc n'avait probablement rien à voir avec l'amour. C'était de la survie. 2 personnes noyées s'accrochant l'une à l'autre pour ne pas couler complètement. 1 mois après avoir trouvé la photo, Hélène prit le train pour Bordeaux. Elle n'avait pas prévenu sa mère. Elle arriva un mardi après-midi, la photo dans son sac. Madeleine ouvrit la porte. Elle avait vieilli. Ses cheveux étaient complètement gris, son visage creusé par la fatigue et la maladie. Mais quand elle vit sa fille, elle sourit. « Tu ne m'avais pas dit que tu venais. J'ai trouvé quelque chose qui t'appartient. » Hélène sortit la photo. Elle la posa sur la table de la cuisine sans un mot. Madeleine devint blanche. Ses mains tremblèrent. Elle s'assit lentement, les yeux fixés sur l'image. Pendant une longue minute, ni l'une ni l'autre ne parla. Finalement, Madeleine dit d'une voix brisée. « Tu sais, je sais. Depuis quand? Depuis 1 mois. » Madeleine ferma les yeux. Des larmes coulèrent sur ses joues. 16 ans de secret. 16 ans de culpabilité silencieuse. 16 ans de se réveiller chaque matin en sachant qu'elle avait trahi sa fille. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Mais Hélène fit quelque chose d'inattendu. Elle prit la main de sa mère. Cette main abîmée par le travail et les années. Cette main qu'il avait élevée seule après la mort de son père. « Maman, je comprends. » Madeleine leva les yeux, incrédule. « Tu étais seule. Papa était mort. La guerre t'avait tout pris. Tu cherchais juste à te sentir vivante. Ne serait-ce qu'une nuit. Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai fait. Si, parce que j'ai passé 16 ans à ne faire confiance à personne, à tout détruire avant que ça me détruise. Et je viens seulement de réaliser pourquoi. J'ai senti que quelque chose s'était brisé cette année-là. Je ne savais pas quoi, mais je l'ai senti. Elles pleurèrent ensemble pendant 1 heure. 16 ans de silence brisé en un après-midi. Madeleine raconta tout. La solitude, l'attirance qu'elle n'avait pas cherchée, la nuit de pluie,
le départ de Luc, la culpabilité qui l'avait rongée chaque jour depuis. Elle dit quelque chose qu'Hélène n'oublierait jamais. Je ne l'aimais pas vraiment. Et je ne regrette pas de t'avoir eue, ma chérie. Mais pendant cette nuit, j'ai regretté d'avoir cessé d'être une femme pour devenir seulement une mère. Hélène comprit alors que sa mère n'avait pas trahi par égoïsme. Elle avait survécu comme elle pouvait, dans un monde qui ne laissait aucune place aux veuves qui voulaient encore vivre. Après cette conversation, quelque chose changea entre Madeleine et Hélène. Pour la première fois de leur vie, elles se parlèrent vraiment, pas comme mère et fille. Comme deux femmes qui avaient survécu à la même guerre de façon différente. Hélène resta 1 semaine à Bordeaux. Elles parlèrent de Jacques, du vrai Jacques. Pas le saint qu'on invente après la mort, mais l'homme réel. Bon mais distant. Aimant, mais absent. Madeleine avoua qu'elle n'avait jamais ressenti cette passion dévorante qu'on voit dans les films. Juste un amour tranquille, raisonnable. Pas ce qu'elle avait ressenti pour Luc pendant ces quelques semaines de 1947. Même si ce n'était pas de l'amour non plus, c'était autre chose, quelque chose de plus désespéré, de plus humain. Hélène demanda si sa mère avait revu Luc après son départ. Jamais. Je ne sais même pas s'il est encore vivant. Tu voudrais savoir. Non. Certaines portes doivent rester fermées. Avant de repartir pour Paris, Hélène fit quelque chose. Elle écrivit au dos de la photo, sous la phrase de Luc, en petites lettres soignées. « Maman, je comprends maintenant. Tu as aimé en silence. Je t'aime aussi. » Elle rendit la photo à sa mère. « Garde-la. C'est à toi qu'elle appartient. » Madeleine pleura en tenant ce portrait qui avait capturé le moment exact où sa vie avait basculé. Elle le rangea dans une boîte en bois que Jacques avait fabriquée des années plus tôt. Une boîte contenant les quelques objets précieux de sa vie. Des lettres, un bracelet, une mèche de cheveux d'Hélène bébé. Et maintenant, cette photo qui disait la vérité qu'elle avait cachée pendant 16 ans. Les 2 années qui suivirent furent les plus belles de leur relation. Hélène venait à Bordeaux 1 fois par mois. Elles cuisinaient ensemble, parlaient de tout et de rien. Du jardin, de l'art, des hommes qui passèrent dans la vie d'Hélène sans jamais rester. Un jour, Hélène demanda pourquoi sa mère n'avait jamais refait sa vie après la mort de Jacques. Madeleine réfléchit longtemps avant de répondre. Parce qu'après cette nuit avec Luc, j'ai compris quelque chose. Je ne cherchais pas l'amour. Je cherchais à exister. Et quand j'ai compris ça, j'ai aussi compris que je devais apprendre à exister seule. Pas à travers ton père. Pas à travers Luc. Pas à travers toi. Juste moi. Tu y es arrivé. Presque. Ça m'a pris des années. Mais oui. Presque. En janvier 1965, le cœur de Madeleine commença à lâcher sérieusement. Les médecins dirent qu'il lui restait quelques semaines, peut-être quelques mois. Elle refusa l'hôpital. Elle voulait mourir chez elle, dans la maison où elle avait aimé, souffert, et finalement appris à vivre avec elle-même. Hélène prit un congé et s'installa à Bordeaux pour accompagner sa mère. Les voisines apportèrent des plats. Madame Berger, qui avait tant critiqué Madeleine des années plus tôt, venait s'asseoir près de son lit et lui tenir la main en silence. Comme si elle aussi avait compris, trop tard, que juger était plus facile que comprendre. Un après-midi de février, alors que la lumière hivernale entrait doucement par la fenêtre, Madeleine demanda à Hélène de lui apporter la boîte en bois. Elle sortit la photo et la regarda longuement. « Tu sais ce qui est étrange. Je ne regrette pas. Ça devrait me rendre monstrueuse, non. Mais je ne regrette pas. Pourquoi devrais-tu regretter d'avoir été humaine ?» Madeleine sourit. Un vrai sourire. Paisible. « Tu es devenue plus sage que moi. » Non. J'ai juste appris de tes erreurs. Et de tes courages. Le 2 février 1965, par un matin gris et doux, Madeleine Vasseur s'éteignit dans son sommeil. Elle avait 60 ans. L'acte de décès mentionnerait une insuffisance cardiaque. Mais Hélène savait que sa mère était morte de quelque chose de plus complexe. D'avoir trop porté. D'avoir trop tu. D'avoir essayé d'être parfaite dans un monde qui ne pardonnait pas l'imperfection. Le jour de l'enterrement, la petite église de leur quartier était remplie. Des voisines, des commerçants. Des gens dont Madeleine avait discrètement aidé les familles après la guerre. Elle avait vécu si silencieusement
que beaucoup découvraient seulement maintenant tout ce qu'elle avait fait pour sa communauté. Quand vint le moment de fermer le cercueil, Hélène s'approcha. Dans sa main, la photographie de 1947. Elle la posa doucement sur la poitrine de sa mère, à l'endroit du cœur. Les gens autour ne comprenaient pas la signification de ce geste. Mais ils virent les larmes d'Hélène. Et dans ces larmes, il n'y avait pas seulement du chagrin. Il y avait du pardon, de la gratitude, de l'amour. La photo fut enterrée avec Madeleine. Personne ne la reverrait jamais. Parce que certaines vérités n'ont pas besoin de témoins. Elles n'ont besoin que d'être comprises par ceux qu'elles concernent. 23 ans plus tard, en 1988, Hélène Vasseur était une femme de 60 ans, respectée dans le milieu artistique parisien, sans enfant, mais entourée d'élèves qui l'adoraient. Elle ne s'était jamais mariée, mais elle avait eu plusieurs relations longues. Elle avait appris à faire confiance, lentement, difficilement, mais elle avait appris. Un jour, elle retrouva dans ses affaires une photo qu'elle avait prise de cette image avant de la rendre à sa mère. Une copie. Un fantôme du fantôme. Elle écrivit une note à la main et la colla au dos. Ce portrait montre deux femmes tentant de survivre à la guerre qui ne s'est pas terminée en 1945. La guerre intérieure. Ma mère n'était pas parfaite, mais elle était humaine. Et c'est suffisant. Nous méritons tous le droit d'être humains, même quand cela nous rend imparfaits. Surtout quand cela nous rend imparfaits. Elle garda cette copie dans un tiroir de son bureau. Parfois, elle la regardait. Non pas pour raviver la douleur, mais pour se rappeler que sa mère avait été plus qu'une mère. Qu'elle avait été une femme avec des désirs, des peurs, des erreurs. Une femme qui avait fait de son mieux dans un monde qui ne lui laissait aucune place pour faillir. Et qu'aimer quelqu'un vraiment, ce n'est pas l'aimer malgré ses imperfections. C'est l'aimer avec ses imperfections. Parce que c'est ça qui nous rend humains. Hélène mourut en 1998, à 70 ans, entourée d'amis. Dans son testament, elle demanda que la copie de la photo soit donnée à sa plus jeune élève, une fille de 20 ans qui lui rappelait elle-même à cet âge. Pleine d'espoir et de peur. Cherchant sa place dans un monde compliqué. Au dos, elle avait ajouté une dernière ligne. Les visages changent, les regards restent, mais le pardon guérit tout. Cette photo existe encore aujourd'hui, pas dans un musée, pas dans des archives publiques. Elle se trouve dans l'appartement d'une femme de 47 ans à Lyon, une petite nièce lointaine qui ne connaît pas toute l'histoire, juste qu'il s'agit d'ancêtres, d'une mère et d'une fille, d'un moment figé dans le temps. Parfois, elle la regarde et se demande pourquoi le regard de la mère semble si triste, si chargé de quelque chose d'indicible. Elle ne saura jamais, mais d'une certaine façon, c'est mieux ainsi, parce que certains secrets ne sont pas faits pour être révélés au monde entier. Ils sont faits pour être pardonnés, puis oubliés, puis transformés en leçons. La leçon que nous sommes tous imparfaits, que nous faisons tous des erreurs, que nous cherchons tous désespérément à être vus, compris, pardonnés, et que parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de ne jamais faillir, c'est de pardonner à ceux qui ont failli, surtout quand ils ont failli en essayant simplement de survivre. Madeleine Vasseur n'était pas une sainte. Elle était une femme, une veuve, une mère, une survivante. Et dans cette photographie prise un après-midi d'octobre 1947, elle était aussi, pour quelques secondes, quelqu'un qui osait encore désirer, encore espérer, encore se sentir vivante. C'était son droit, c'était son humanité, c'était suffisant. Cette histoire fictionnelle, inspirée de notre réalité, nous rappelle que la guerre la plus longue n'est pas toujours celle des armes, mais celle que nous menons à l'intérieur de nous-mêmes. Elle nous enseigne que le pardon peut guérir ce que la honte et le silence ont détruit, et que parfois, aimer, c'est simplement comprendre que l'autre a fait de son mieux pour survivre. Et vous, avez-vous déjà porté un secret si lourd qu'il a changé votre manière d'aimer? Avez-vous un jour compris trop tard ce que vos parents ont vraiment vécu? Croyez-vous qu'on peut aimer quelqu'un sans jamais le comprendre complètement? Écrivez le mot pardon dans les commentaires pour me montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-moi aussi de quelle ville vous venez. J'aimerais savoir d'où vous écoutez ces récits.
Et si vous connaissez une vieille histoire de famille, un souvenir d'antan ou une photographie ancienne qui cache une émotion, partagez-la. Peut-être qu'elle inspirera une prochaine histoire sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Laissez un j'aime si celle-ci vous a touché. Activez la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et cliquez sur le prochain récit à l'écran. Chaque histoire ici est une mémoire, un écho de nos propres vies.